Le soleil d'automne se déversait paresseusement à travers les grandes fenêtres de l'hôtel particulier du 7e arrondissement. Dans le silence feutré du salon, Guillaume Morel observait son fils Léo, 6 ans, qui dessinait sur la table basse en acajou. Ses petites mains s'agitaient avec application, tandis qu'il traçait ce qui ressemblait à 3 silhouettes, un homme, un enfant et une femme aux longs cheveux châtains. « C'est qui sur ton dessin, mon trésor ?» demanda Guillaume, la gorge serrée, devinant déjà la réponse. « C'est nous, papa, avec maman. » répondit Léo sans lever les yeux de son œuvre, continuant à colorier avec une concentration touchante. Guillaume sentit son cœur se comprimer dans sa poitrine. 2 ans s'étaient écoulés depuis qu'Élodie les avait quittés, emportés par cette maladie sournoise qui n'avait laissé aucune chance. 2 ans durant lesquels il avait tenté, tant bien que mal, de maintenir un semblant de normalité pour Léo. Mais comment reconstruire une vie normale quand chaque coin de cette immense demeure résonnait encore du rire cristallin d'Élodie? La sonnette de l'entrée retentit, le tirant de ses pensées mélancoliques. Madame Fournier, l'ancienne gouvernante de la famille, qui venait régulièrement prendre des nouvelles, entra dans le salon d'un pas assuré. Son visage rond et bienveillant s'illumina à la vue de Léo. « Monsieur Morel, » commença-t-elle après les salutations d'usage, « j'ai peut-être trouvé la personne qu'il vous faut. Une jeune femme de Clermont-Ferrand, Claire Dubois. Elle cherche un emploi à Paris pour subvenir aux besoins de sa grand-mère malade. Ses références sont excellentes. » Guillaume hocha distraitement la tête. Depuis le départ précipité de leur dernier employé de maison, la routine quotidienne était devenue chaotique. Léo avait besoin de stabilité, d'une présence féminine bienveillante pour l'accompagner dans ses journées. « Très bien, » soupira-t-il. « Quand peut-elle commencer ? Elle pourrait venir demain pour un entretien, si cela vous convient. »« D'accord. Disons 10 heures ?» Madame Fournier acquiesça avec un sourire satisfait, puis s'approcha de Léo pour admirer son dessin. Guillaume se dirigea vers la fenêtre, observant les feuilles dorées qui dansaient dans le jardin. Une étrange sensation l'envahit soudain comme un pressentiment. Il ne savait pas encore que le lendemain, sa vie basculerait de façon irrémédiable. Dans la douceur de cette fin de journée d'octobre, le temps semblait suspendu. Les derniers rayons du soleil caressaient les murs couleur crème du salon, créant des ombres mouvantes qui semblaient danser au rythme d'une mélodie oubliée. Le parfum subtil des roses qu'Élodie avait tant aimé flottait encore dans l'air, comme si elle n'était jamais partie. Le lendemain matin, à 10 heures précises, la sonnette retentit dans la demeure des Morel. Guillaume ajusta sa cravate d'un geste nerveux avant d'ouvrir la porte. Sur le perron se tenait une jeune femme d'une 20aine d'années, vêtue d'une simple robe bleue. Ses cheveux châtains étaient élégamment noués en chignon. « Bonjour, monsieur Morel. Je suis Claire Dubois, » dit-elle d'une voix douce. Guillaume resta figé sur place, incapable de prononcer le moindre mot. Son cœur manqua un battement, puis un autre. Le monde semblait s'être arrêté de tourner. Devant lui se tenait le fantôme d'Élodie. Même silhouette élancée, mêmes yeux noisettes, même façon de pencher légèrement la tête sur le côté quand elle parlait. « Monsieur, tout va bien ?» s'inquiéta Claire, remarquant son trouble. Il dut faire un effort surhumain pour reprendre ses esprits. « Oui, entrez, je vous en prie. » Claire le suivit dans le grand salon, ses pas résonnant doucement sur le parquet ancien. Guillaume l'observait du coin de l'œil, cherchant désespérément une différence, un détail qui briserait cette ressemblance troublante. Mais chaque geste, chaque mouvement ne faisait que renforcer l'illusion. Au moment où il s'installait pour commencer l'entretien, Léo entra dans la pièce, son cartable sur le dos, prêt pour l'école. Il s'arrêta net en voyant Claire, ses grands yeux s'écarquillant de surprise. « Papa » murmura-t-il, d'une voix tremblante, « cette dame ressemble à maman. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Claire, ne comprenant pas la situation, regardait alternativement le père et le fils, une expression inquiète sur son visage. Ce visage qui était le miroir parfait de celui d'Élodie. Guillaume sentit la pièce tourner autour de lui. Les mots de son fils résonnaient dans sa tête comme un écho sans fin. Comment était-ce possible? Quelle cruelle plaisanterie du destin avait conduit cette femme jusqu'à leur porte? Je suis désolé, balbutia Claire, visiblement mal à l'aise.
J'ai l'impression que ma présence vous perturbe. Peut-être devrais-je... Non, l'interrompit Guillaume, retrouvant soudain ses esprits. Il ne pouvait pas la laisser partir, pas maintenant. Cette ressemblance ne pouvait pas être une simple coïncidence. Restez, s'il vous plaît. Nous allons commencer l'entretien. Madame Fournier arriva à ce moment-là pour emmener Léo à l'école. L'enfant quitta la pièce à reculons, ses yeux ne quittant pas Claire, comme hypnotisé par cette apparition qui ressemblait tant à sa mère disparue. Une fois seul, Guillaume tenta de conduire un entretien normal, posant les questions habituelles sur l'expérience professionnelle et les références. Mais son esprit était ailleurs, perdu dans un tourbillon de questions sans réponse. Claire parlait de son passé à Clermont-Ferrand, de sa grand-mère malade, de son désir de travailler à Paris. Mais chaque mot qu'elle prononçait ne faisait qu'ajouter au mystère de sa troublante ressemblance avec Élodie. Les jours qui suivirent l'arrivée de Claire dans la maison des Morel furent empreints d'une étrange atmosphère. Guillaume avait décidé de l'engager, poussé par une force qu'il ne comprenait pas lui-même. Était-ce la curiosité, le destin, ou simplement l'espoir fou de comprendre cette inexplicable ressemblance? Claire s'intégra naturellement dans la routine de la maison. Chaque matin, elle arrivait à 7 heures, préparait le petit déjeuner de Léo et l'aidait à se préparer pour l'école. Ses gestes étaient précis, efficaces, mais empreints d'une douceur particulière qui rappelait douloureusement Élodie à Guillaume. Un matin, alors qu'elle rangeait des livres dans la bibliothèque, Claire se mit à fredonner une vieille chanson française. Guillaume, qui passait dans le couloir, s'arrêta net. C'était « La vie en rose », la chanson préférée d'Élodie. Il dut s'appuyer contre le mur, submergé par l'émotion. « Monsieur Morel » appela Claire, l'ayant aperçu. « Vous ne vous sentez pas bien ?»« Cette chanson » murmura-t-il. « Non, où l'avez-vous apprise ?» Claire sourit, un sourire si semblable à celui d'Élodie que Guillaume en eut le souffle coupé. « Ma grand-mère me la chantait quand j'étais petite. C'est l'une des rares choses dont je me souvienne de mon enfance. » Cette réponse éveilla la curiosité de Guillaume. « Vous ne m'avez jamais parlé de votre enfance. » Le visage de Claire s'assombrit légèrement. Il n'y a pas grand-chose à en dire. J'ai été élevé dans un orphelinat à Clermont-Ferrand jusqu'à mes 5 ans, quand ma grand-mère m'a adopté. Je ne sais rien de mes parents biologiques. Cette révélation fit naître 1000 questions dans l'esprit de Guillaume. Un orphelinat? Aucune information sur ses parents? Comment était-ce possible qu'elle ressemble tant à Élodie sans qu'il y ait un lien? Léo, qui jouait non loin de là, s'approcha de Claire avec un album photo. « Tu veux voir les photos de maman ?» demanda-t-il innocemment. Guillaume voulut l'arrêter, mais Claire avait déjà pris l'album. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant les photos d'Élodie. Pour la première fois, elle semblait réaliser pleinement l'ampleur de la ressemblance. « C'est incroyable », murmura-t-elle, tournant les pages avec des mains tremblantes. « On dirait moi. Ce n'est pas toi », dit Léo avec une sagesse surprenante pour son âge. « Mais tu lui ressembles beaucoup. C'est pour ça que papa te regarde bizarrement parfois. » Guillaume sentit ses joues rougir à cette remarque. Il était vrai qu'il observait souvent Claire à la dérobée, cherchant à comprendre ce mystère qui le hantait. Mais plus il l'observait, plus il remarquait aussi les différences subtiles. La façon dont Claire riait plus ouvertement qu'Élodie, sa manière de froncer les sourcils quand elle se concentrait, ses petits gestes qui n'appartenaient qu'à elle. Ce soir-là, après le départ de Claire, Guillaume resta longtemps dans son bureau, contemplant une photo d'Élodie. Une idée commençait à germer dans son esprit. Il allait découvrir la vérité sur les origines de Claire, quoi qu'il lui en coûte. Guillaume passa les jours suivants plongé dans une enquête discrète. Entre 2 rendez-vous professionnels, il contacta l'orphelinat de Clermont-Ferrand, où Claire avait grandi. Les premières réponses furent décevantes. Les dossiers étaient anciens, certains avaient été perdus lors d'un déménagement. Pendant ce temps, la vie suivait son cours dans la demeure des Morel. Claire s'était parfaitement intégrée, apportant une chaleur que la maison n'avait pas connue depuis longtemps. Elle avait même commencé à donner des leçons de piano à Léo, découvrant que l'enfant avait un don naturel pour la musique. Un après-midi, alors que les notes de « Au clair de la lune » résonnaient dans le salon, Guillaume rentra plus tôt que prévu. Il s'arrêta dans l'entrée, frappé par le tableau qui s'offrait à lui. Claire et Léo, assis côte à côte sur le banc du piano,
leurs têtes penchées sur les touches, riant ensemble. La scène était si naturelle, si familiale. « Papa !» s'écria Léo en l'apercevant. « Claire m'apprend le piano. Tu savais qu'elle avait appris toute seule ?» Claire rougit légèrement. « Ma grand-mère avait un vieux piano désaccordé. Je passais des heures à essayer de reproduire les mélodies que j'entendais à la radio. »« Votre grand-mère » dit Guillaume, saisissant l'occasion. « Elle vit toujours à Clermont-Ferrand ?»« Oui, dans une petite maison près de la cathédrale. Elle est malade maintenant, c'est pour ça que je travaille ici. Les soins coûtent cher. Et elle ne vous a jamais parlé de vos parents ?» Un silence pesant s'installa. Claire baissa les yeux vers les touches du piano. Elle m'a dit qu'elle m'avait trouvé devant la porte de sa maison un matin d'hiver. Il y avait juste un mot avec mon prénom et ma date de naissance. Elle a essayé de retrouver mes parents, mais elle haussa les épaules. Elle a fini par m'adopter officiellement quand j'ai eu 5 ans. Guillaume sentit son cœur s'accélérer. Une enfant abandonnée un matin d'hiver? Cela correspondait à l'époque où le père d'Élodie disparaissait régulièrement pour de mystérieux voyages d'affaires à Clermont-Ferrand. « Vous permettez que je prenne votre grand-mère en photo ?» demanda soudain Léo, sortant son petit appareil photo numérique, cadeau de son dernier anniversaire. Claire sourit tendrement. « Bien sûr, mon petit. La prochaine fois que je vais la voir, je lui prendrai une photo pour toi. » Cette conversation donna à Guillaume une nouvelle piste à explorer. Il devait maintenant en apprendre plus sur ces fameux voyages du père d'Élodie à Clermont-Ferrand. Et il savait exactement par où commencer. Les vieux journaux de bord de l'entreprise familiale, soigneusement conservés dans le grenier de la maison de ses beaux-parents. Le week-end suivant, Guillaume se rendit chez ses beaux-parents, prétextant vouloir leur montrer des photos récentes de Léo. La maison des Delacroix, située dans le quartier cossu de Neuilly-sur-Seine, n'avait pas changé depuis la mort d'Élodie. Même les roses du jardin étaient toujours taillées avec la même précision maniaque. « Tu nous manques, Guillaume », dit Marie-France Delacroix en servant le thé. « Et Léo aussi, vous devriez venir plus souvent. » Guillaume acquiesça distraitement, son esprit déjà focalisé sur le grenier et les secrets qu'il pourrait contenir. Après le thé, il demanda la permission de monter chercher quelques vieux albums photos pour Léo. Le grenier était un véritable musée familial. Des malles anciennes côtoyèrent des cartons débordant de souvenirs. Dans un coin, il repéra ce qu'il cherchait, les archives de l'entreprise Delacroix. Son beau-père, Henri, avait tout conservé méticuleusement. Pendant plus d'1 heure, Guillaume feuilleta les journaux de bord, les factures, les notes de frais. Et soudain, il le trouva. Un motif récurrent de voyage à Clermont-Ferrand entre 1995 et 1996, précisément 9 mois avant la naissance de Claire. Mais ce n'était pas tout. Dans une enveloppe jaunie, il découvrit des reçus d'un hôtel particulier de Clermont-Ferrand, ainsi que plusieurs chèques importants adressés à une certaine Madeleine Laurent. Le nom fit tilt dans son esprit. Laurent était le nom de jeune fille de la grand-mère de Claire. « Tu cherches quelque chose de particulier ?» Guillaume sursauta. Marie-France se tenait dans l'encadrement de la porte du grenier, son regard traduisant une inquiétude mêlée de curiosité. « Non, je regardais juste d'anciens souvenirs, » mentit-il. Marie-France s'approcha lentement, ses yeux se posant sur les documents éparpillés. Son visage changea imperceptiblement. « Les voyages d'Henri à Clermont-Ferrand, » murmura-t-elle. « Je me suis toujours demandé... » Elle s'interrompit, comme si elle en avait trop dit. « Vous vous êtes toujours demandé quoi ?» insista Guillaume, le cœur battant. Marie-France secoua la tête. « Ce n'est pas à moi d'en parler. Mais si tu cherches des réponses, tu devrais peut-être parler à Henri. Il y a des secrets qui pèsent trop lourd quand on les garde trop longtemps. » Sur ces mots énigmatiques, elle quitta le grenier, laissant Guillaume avec encore plus de questions qu'auparavant. Mais une chose était désormais certaine, il y avait bien un lien entre Claire et la famille Delacroix, et ce lien passait par Henri, le père d'Élodie. En rentrant chez lui ce soir-là, Guillaume ne pouvait s'empêcher de repenser aux paroles de Marie-France. Que savait-elle exactement? Et surtout, pourquoi avait-elle gardé le silence toutes ces années? Dans le salon, il trouva un mot de Claire. « Léo a bien travaillé son piano aujourd'hui. Il voudrait vous jouer un morceau demain. »
L'écriture élégante, légèrement penchée vers la droite, était étrangement similaire à celle d'Élodie. Encore une coïncidence qui n'en était peut-être pas une. Le bureau d'Henri Delacroix, au dernier étage d'un immeuble haussmannien, près des Champs-Élysées, respirait le pouvoir et la tradition. Guillaume observa son beau-père à travers la grande baie vitrée qui dominait Paris. À 68 ans, Henri restait imposant, mais quelque chose dans sa posture trahissait une fatigue nouvelle. « Tu voulais me parler, Guillaume ?» demanda Henri en se tournant vers lui. « Oui, à propos de Clermont-Ferrand. » Le visage d'Henri se figea imperceptiblement. « Clermont-Ferrand ? J'ai trouvé les documents dans votre grenier, les voyages réguliers, les chèques à Madeleine Laurent. » Un long silence s'installa. Henri s'approcha lentement de son bar et se servit un cognac, ses mains légèrement tremblantes. « Comment s'appelle-t-elle » demanda-t-il finalement d'une voix à peine audible. « Claire Dubois. Elle travaille chez moi depuis quelques semaines. Elle est le portrait craché d'Élodie. » Henri ferma les yeux, comme frappé par une douleur physique. « Je savais que ce jour viendrait, » murmura-t-il. « Je l'ai toujours su. » Il s'assit lourdement dans son fauteuil en cuir et but une longue gorgée de cognac avant de continuer. C'était en 1995. J'étais en déplacement à Clermont-Ferrand pour un projet immobilier. J'ai rencontré Madeleine dans un café. Elle était serveuse, belle, pleine de vie. Ça n'aurait dû être qu'une aventure. Mais quand elle m'a annoncé sa grossesse, il s'interrompit, submergé par l'émotion. J'étais marié, j'avais une famille, une réputation. Je lui ai donné de l'argent, beaucoup d'argent, pour qu'elle garde le secret. Elle a accepté, mais à une condition, que je m'assure que l'enfant ne manque jamais de rien. « Claire, » murmura Guillaume, la demi-sœur d'Élodie. « Oui, » confirma Henri. « Mais Madeleine est morte en couche. Sa mère a recueilli le bébé, sans savoir qui j'étais. Je continuais à envoyer de l'argent anonymement pour les aider. » Guillaume sentit sa tête tourner. Tout prenait sens. La ressemblance troublante, les coïncidences, les secrets. Élodie ne l'a jamais su? Non, personne ne savait. Sauf Marie-France. Elle a découvert les chèques un jour, mais elle a choisi de garder le silence, pour préserver notre famille. Henri se leva et s'approcha de la fenêtre. Quand Élodie est tombée malade, j'ai voulu tout lui dire, mais je n'en ai pas eu le courage. Et maintenant Claire est entrée dans votre vie, comme si le destin avait décidé de réparer mes erreurs. Guillaume observa le profil de son beau-père, redessinant dans son esprit les traits qu'il partageait avec Claire. La même ligne de mâchoire, la même façon de plisser les yeux en réfléchissant. « Que comptez-vous faire » demanda-t-il finalement. « La vérité doit être dite, » répondit Henri d'une voix fatiguée. « Claire a le droit de savoir qui elle est. Mais est-ce que tu peux m'accorder quelques jours, le temps de préparer les documents, de mettre de l'ordre dans tout ça ?» Guillaume acquiesça silencieusement. En quittant le bureau, il réalisa que sa vie, celle de Claire et celle de Léo, allait être bouleversée à jamais par ces révélations. Les jours qui suivirent la confession d'Henri furent particulièrement difficiles pour Guillaume. Chaque matin, voir Claire arriver avec son sourire lumineux, ignorant tout de sa véritable identité, lui serrait le cœur. Il observait désormais les petits détails qui trahissaient son héritage. Ses expressions, ses gestes, cette façon si particulière qu'elle avait de pencher la tête quand elle écoutait Léo jouer du piano. Un matin, alors que Claire préparait le petit déjeuner dans la cuisine, elle surprit Guillaume en train de la regarder fixement. « Monsieur Morel, » dit-elle doucement, « je sais que ma ressemblance avec votre femme vous perturbe. Si ma présence est trop difficile à supporter, je peux... »« Non !» l'interrompit Guillaume, peut-être trop vivement. « Non, ce n'est pas ça. C'est juste que... » Il s'arrêta, ne sachant comment continuer sans tout révéler. Claire s'assit en face de lui, ses yeux noisettes, les mêmes qu'Élodie, les mêmes qu'Henri, plongés dans les siens. « Et vous savez, depuis que je suis arrivé ici, j'ai l'impression étrange d'être à ma place, comme si cette maison, cette famille... » Elle secoua la tête en riant doucement. « C'est idiot, n'est-ce pas ?» Guillaume sentit sa gorge se serrer. « Non, ce n'est pas idiot du tout. » À cet instant, Léo entra dans la cuisine, encore en pyjama, serrant contre lui un album photo. « Claire, regarde, j'ai trouvé des photos de grand-père quand il était jeune. »
Avant que Guillaume ne puisse l'en empêcher, Léo avait ouvert l'album sur une photo d'Henri à 30 ans. Claire se pencha pour regarder, et soudain, son visage changea. Elle resta immobile, fixant la photo avec une intensité troublante. « C'est étrange, » murmura-t-elle. « Il me rappelle quelqu'un. » Elle sortit de son sac son portefeuille et en tira une vieille photo en noir et blanc. « Regardez, c'est la seule photo que j'ai de ma mère biologique. Ma grand-mère me l'a donnée. Elle a été prise dans un café à Clermont-Ferrand. » Guillaume regarda la photo, le cœur battant. Une jeune femme souriante, en tablier de serveuse, posait devant un café. Et derrière elle, un peu floue mais reconnaissable, on distinguait la silhouette d'Henri Delacroix. Claire n'avait pas encore remarqué ce détail, mais Guillaume vit dans ses yeux qu'elle commençait à assembler les pièces du puzzle. Son regard allait de la photo d'Henri jeune à celle du café, puis à son propre reflet dans la vitre de la cuisine. « Monsieur Morel, » dit-elle d'une voix tremblante, « il y a quelque chose que je devrais savoir ?» Guillaume ouvrit la bouche pour répondre, mais à ce moment précis, la sonnette de l'entrée retentit. C'était Henri Delacroix, venu plus tôt que prévu, un épais dossier sous le bras. Le moment de vérité était arrivé, bien plus tôt que Guillaume ne l'avait imaginé. Le temps sembla se figer dans la cuisine des Morel. Henri se tenait dans l'encadrement de la porte, son regard rivé sur Claire. Elle, à son tour, fixait cet homme dont elle venait de voir la photo plus jeune, son esprit tentant désespérément de faire des connexions qu'elle n'était pas sûre de vouloir établir. « Léo, mon chéri, » dit doucement Guillaume, « tu veux bien aller dans ta chambre un moment ?» L'enfant, sentant l'importance du moment, acquiesça silencieusement et quitta la pièce. Le bruit de ses pas dans l'escalier résonna dans le silence pesant. « Je m'appelle Henri Delacroix, » dit finalement Henri d'une voix légèrement tremblante. « Je suis le père d'Élodie. » Claire hocha lentement la tête, ses mains serrant toujours la vieille photo du café. « Vous étiez à Clermont-Ferrand en 1995. » Ce n'était pas une question. Henri s'approcha lentement et s'assit à la table, posant son dossier devant lui. « Oui, j'ai rencontré votre mère, Madeleine Laurent. Elle était serveuse au Café des Artistes. Elle était extraordinaire. » Les yeux de Claire se remplirent de larmes. « Ma grand-mère m'a toujours dit que ma mère était morte en me donnant la vie. Mais elle n'a jamais voulu me parler de mon père. » Henri ouvrit le dossier et en sortit plusieurs documents. Des lettres, des photos, des actes officiels. « J'ai tout gardé, » murmura-t-il. « Chaque preuve de cette histoire. Je suis votre père, Claire. » Le silence qui suivit était assourdissant. Claire regardait les documents étalés devant elle, ses mains tremblantes effleurant les papiers jaunis par le temps. « Alors, Élodie, » commença-t-elle, « était votre demi-sœur, » compléta Henri. « C'est pour ça que vous lui ressemblez tant. » Claire se leva brusquement, chancelant légèrement. Guillaume fit un pas vers elle, mais elle leva une main pour l'arrêter. « Toute ma vie, » dit-elle d'une voix étranglée, « j'ai cru que j'étais seule, que je n'avais pas de famille, pas d'histoire, et maintenant j'apprends que j'avais une sœur, un père, une sœur que je n'ai jamais connue et qui n'est plus là. » Elle se tourna vers la fenêtre, observant le jardin où les roses d'Élodie continuaient de fleurir. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. « Pourquoi ne m'avoir jamais cherché ?» Henri baissa la tête. « La lâcheté, » admit-il. « J'envoyais de l'argent, je me disais que c'était suffisant. Que vous aviez une vie stable avec votre grand-mère, que révéler la vérité ferait plus de mal que de bien. Et maintenant ?» La voix de Claire était à peine audible. « Maintenant, je voudrais réparer mes erreurs, » répondit Henri. « Si vous me le permettez. » Claire se retourna lentement. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais son visage exprimait une détermination nouvelle. « J'ai besoin de temps, » dit-elle, pour comprendre tout ça, pour accepter. » Elle ramassa son sac et, d'une main tremblante, rassembla les documents sur la table. « Je vais rentrer chez moi. Je ne peux pas rester ici aujourd'hui. » Guillaume voulut dire quelque chose, la retenir, mais il comprit que c'était nécessaire. Claire avait besoin d'espace pour digérer ces révélations qui bouleversaient toute son existence. Les jours qui suivirent la révélation furent étrangement silencieux dans la maison des Morel. Claire avait demandé un congé, et son absence se faisait cruellement sentir. Léo, qui ne comprenait pas tout mais sentait que quelque chose d'important s'était passé, passait de longues heures assis devant le piano, effleurant les touches sans vraiment jouer.
Un matin, alors que Guillaume préparait le petit déjeuner de Léo, tentant maladroitement de reproduire les petits rituels de Claire, le téléphone sonna. C'était Marie-France. « Claire est venue nous voir, hier soir », annonça-t-elle sans préambule. Elle avait beaucoup de questions, sur Élodie, sur leur enfance. Elle voulait savoir si elles s'étaient déjà croisées sans le savoir. Guillaume s'assit lourdement sur une chaise. Et je lui ai montré les albums de famille, les photos d'Élodie enfant, ses dessins, ses carnets. Elle est restée des heures à tout regarder, à tout toucher. C'était bouleversant. Il y eut un silence, puis Marie-France continua. « Tu sais, Guillaume, quand elle est partie, elle m'a demandé si Élodie aurait voulu la connaître. Que lui avez-vous répondu? La vérité. Qu'Élodie avait toujours rêvé d'avoir une sœur, qu'elle aurait été heureuse de la connaître. » Guillaume ferma les yeux, imaginant ce qui aurait pu être. Élodie et Claire ensemble, riant, partageant des secrets, se découvrant sœurs après tant d'années. « Là aussi parler de Léo », ajouta Marie-France. Elle s'inquiète pour lui. Elle dit qu'il ne comprend peut-être pas pourquoi elle est partie si soudainement. C'était vrai. Chaque matin, Léo demandait si Claire allait revenir pour lui donner sa leçon de piano. Chaque soir, il laissait sa partition ouverte sur le piano, comme une invitation silencieuse. « Elle reviendra », dit doucement Marie-France. Elle a juste besoin de temps pour reconstruire son histoire, pour comprendre qui elle est vraiment. Après avoir raccroché, Guillaume monta au grenier. Il y trouva une vieille boîte qu'il n'avait pas ouverte depuis la mort d'Élodie. À l'intérieur, il y avait son journal intime. Il l'ouvrit au hasard et lut. « Je me sens parfois si seul. Bien sûr, j'ai Guillaume, j'ai Léo, mes parents. Mais il y a toujours eu ce vide en moi, comme si une partie de mon histoire me manquait. Papa agit étrangement quand je parle de vouloir une sœur. Je me demande s'il cache quelque chose. » Guillaume referma doucement le journal. Élodie avait senti d'une certaine façon la présence de ce lien manquant dans sa vie. Et maintenant, Claire vivait la même sensation de vide, mais en connaissant la vérité. Le soir venu, alors qu'il bordait Léo, son fils lui demanda « Papa, est-ce que Claire est vraiment la sœur de maman ?»« Oui, mon chéri. »« Mais alors ça veut dire qu'elle est ma tante ?» Guillaume sourit doucement. « Oui, c'est ta tante. » Léo réfléchit un moment, puis déclara avec la simplicité de l'enfance « J'espère qu'elle va revenir, parce que maintenant, on est sa famille aussi. » Une semaine s'était écoulée depuis le départ de Claire. Un matin pluvieux d'automne, Guillaume reçut un message inattendu. Claire lui demandait s'ils pouvaient se rencontrer au jardin du Luxembourg. Quand il arriva au lieu du rendez-vous, elle était déjà là, assise sur un banc près du bassin central, un parapluie rouge la protégeant de la bruine. Elle portait un manteau beige qui avait appartenu à Élodie, détail qui n'échappa pas à Guillaume. « Je l'ai trouvé dans mon placard à la maison », dit-elle, en remarquant son regard. « Marie-France me l'a donné. Elle dit qu'Élodie aurait voulu que je l'aie. » Guillaume s'assit à côté d'elle, partageant son parapluie. Pendant un moment, ils regardèrent en silence les enfants qui faisaient naviguer leur petit bateau sur le bassin, malgré la pluie. « J'ai passé ces derniers jours à Clermont-Ferrand, » commença Claire. « Ma grand-mère, enfin, la mère de ma mère, elle m'a tout raconté. Elle savait qui était mon père depuis le début. » Guillaume la regarda avec surprise. « Elle a gardé le secret pour me protéger, dit-elle, pour éviter que je grandisse avec le poids d'être l'enfant illégitime des Delacroix. Mais elle a conservé toutes les lettres, tous les chèques qu'Henri envoyait. Elle me les a montrés. » Claire sortit de son sac une enveloppe jaunie. « Il y avait aussi ça, une lettre que ma mère a écrite avant de mourir, en me donnant la vie. Elle y parle d'Henri, de leur histoire. Elle ne lui en voulait pas, vous savez. Elle écrit qu'elle était heureuse d'avoir connu l'amour, même brièvement. » Sa voix se brisa légèrement. Elle parle aussi d'Élodie. Elle savait qu'Henri avait une fille. Elle espérait qu'un jour, nous pourrions nous rencontrer, devenir sœurs. Guillaume sentit son cœur se serrer. Élodie aurait adoré avoir une sœur comme vous. Claire essuya une larme. Ces derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi. À la vie, au destin. C'est étrange, n'est-ce pas? Je cherchais un travail à Paris, et de tous les endroits possibles, je suis arrivé dans votre maison. Comme si quelque chose ou quelqu'un me guidait. Elle se tourna vers Guillaume, ses yeux brillants de larmes contenues.
Je ne peux pas remplacer Élodie. Je ne le veux pas. Mais je voudrais faire partie de cette famille. Connaître Henri, mon père, être une tante pour Léo. Et peut-être, elle s'interrompit, cherchant ses mots. Et peut-être, encouragea doucement Guillaume, peut-être découvrir qui je suis vraiment, maintenant que je connais mon histoire complète. Elle sourit faiblement. Léo me manque, ses leçons de piano, ses histoires. Vous lui manquez aussi, répondit Guillaume. Il garde toujours sa partition ouverte sur le piano. Claire regarda au loin vers les jardins brumeux. Je pense revenir travailler, si vous êtes d'accord, mais les choses seront différentes maintenant. Différentes comment? Plus vraies, dit-elle simplement. Plus authentiques. Je ne serai plus juste Claire, l'employée de maison. Je serai Claire Delacroix, la tante de Léo, la fille d'Henri, la sœur d'Élodie. Le retour de Claire dans la maison des Morel fut différent de son premier jour. Cette fois-ci, quand elle franchit le seuil, ce n'était plus comme une employée, mais comme un membre de la famille. Léo se précipita dans ses bras dès qu'il la vit, serrant contre lui un nouveau cahier de musique. « Tante Claire, j'ai appris une nouvelle chanson pendant que tu n'étais pas là. » Le mot « tante » résonna étrangement aux oreilles de Claire, mais il portait une douce chaleur qui lui fit monter les larmes aux yeux. Elle suivit Léo jusqu'au piano où il commença à jouer maladroitement Pour Élise de Beethoven. Henri était là aussi, assis discrètement dans un coin du salon. Il observait sa fille nouvellement retrouvée avec un mélange de fierté et de regret. Claire croisa son regard et, pour la première fois, lui offrit un petit sourire. Ce n'était pas encore le pardon, mais c'était un début. Marie-France avait organisé un déjeuner familial. La table de la salle à manger était dressée avec soin, les couverts en argent, brillants sous la lumière du lustre. Claire s'arrêta net en voyant la disposition des places. On lui avait attribué la chaise qu'Élodie occupait autrefois. « Je peux m'asseoir ailleurs ?» commença-t-elle, mal à l'aise. « Non, » dit doucement Marie-France. « Cette place est celle de la fille de la maison. Elle te revient de droit. » Le repas fut empreint d'une émotion particulière. Les conversations oscillaient entre les souvenirs d'Élodie et les questions sur la vie de Claire à Clermont-Ferrand. Petit à petit, les tensions se dissipaient, remplacées par une curiosité sincère et un désir de rattraper le temps perdu. « J'ai quelque chose pour toi », dit Henri à la fin du repas. Il sortit un écrin de sa poche. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en or avec un médaillon. Il appartenait à ta mère. Je le lui avais offert à Clermont-Ferrand. Elle l'a laissé à ta grand-mère avant de partir. Claire prit le bracelet avec précaution, comme s'il s'agissait d'un trésor infiniment précieux. À l'intérieur du médaillon, elle découvrit une minuscule photo en noir et blanc. Sa mère, jeune et souriante, dans son uniforme de serveuse. « Il y a autre chose, » continua Henri. Il sortit une grande enveloppe. « J'ai fait modifier les papiers. Légalement, tu es maintenant Claire Delacroix. Si tu le souhaites, bien sûr. » Claire regarda les documents, puis le bracelet, puis la famille réunie autour d'elle. Dans un coin du salon, le piano attendait la prochaine leçon de Léo. Sur les murs, les photos d'Élodie semblaient sourire avec bienveillance. « Je voudrais garder Dubois comme deuxième nom, » dit-elle finalement. « Pour ma mère, Claire Dubois Delacroix. »« C'est parfait, » approuva Henri, la voix tremblante d'émotion. Guillaume observait la scène avec un mélange de sentiments complexes. Voir Claire prendre sa place dans la famille était à la fois douloureux et réconfortant. Elle ne remplaçait pas Élodie. Personne ne le pourrait jamais, mais elle apportait une nouvelle lumière, une nouvelle chance de guérison pour tous. Les semaines passèrent et l'automne céda doucement la place à l'hiver. La relation entre Claire et sa nouvelle famille évoluait jour après jour, comme une délicate partition de piano qu'on apprend note après note. Elle avait gardé sa chambre de service dans la maison des Morel, mais désormais, elle prenait ses repas avec la famille et participait pleinement à la vie quotidienne. Un soir, alors que la neige tombait doucement sur Paris, Claire trouva Guillaume dans le bureau d'Élodie. Il contemplait une photo de leur mariage, perdu dans ses pensées. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle doucement. Guillaume hocha la tête et Claire s'assit dans le fauteuil en face de lui. Le silence entre eux n'était plus gêné comme autrefois, mais empreint d'une compréhension mutuelle. « Vous savez, » commença Claire, «
Parfois je me demande si Élodie nous observe de là-haut, si elle approuve la façon dont les choses évoluent. Guillaume posa la photo sur le bureau. Je pense qu'elle serait heureuse. Elle a toujours voulu que Léo grandisse dans une famille unie, entourée d'amour. J'ai trouvé ça aujourd'hui, dit Claire en sortant un petit carnet de sa poche. C'était glissé entre deux partitions de piano. L'écriture d'Élodie. Elle ouvrit le carnet et lut à voix haute. Aujourd'hui, j'ai rêvé que j'avais une sœur. Nous jouions du piano ensemble, nous partagions nos secrets. Dans mon rêve, elle me ressemblait tellement qu'on aurait pu nous prendre pour des jumelles. Est-ce étrange de ressentir un tel manque pour quelqu'un qu'on n'a jamais eu? Les yeux de Guillaume s'embuèrent. Elle avait cette intuition. Oui, murmura Claire, comme si nos âmes se cherchaient déjà. Elle ferma doucement le carnet. Je ne cherche pas à prendre sa place, vous savez, je veux juste honorer ce lien qui nous unissait sans que nous le sachions. Guillaume la regarda longuement. Ces dernières semaines, il avait appris à voir Claire non plus comme le reflet d'Élodie, mais comme une personne unique, avec sa propre lumière. Ses gestes ressemblaient peut-être à ceux de sa sœur, mais ils portaient une douceur différente, une force tranquille qui lui était propre. L'autre jour, dit-il, Léo m'a demandé s'il pouvait accrocher une photo de vous à côté de celle d'Élodie dans sa chambre. Il a dit que comme ça, ses deux mamans veilleraient sur lui. Claire sentit son cœur se serrer. Qu'avez-vous répondu? Que sa maman serait toujours Élodie, mais qu'il avait la chance d'avoir une tante qui l'aimait tout autant. Des larmes silencieuses coulèrent sur les joues de Claire. « Merci, murmura-t-elle, de me permettre de faire partie de sa vie, de votre vie. » La neige continuait de tomber dehors, enveloppant Paris dans un silence cotonneux. Dans la pièce d'à côté, on entendait Léo qui s'exerçait au piano, jouant maladroitement une berceuse qu'Élodie lui chantait quand il était bébé, et que maintenant, Claire lui apprenait à jouer. Le printemps arriva à Paris, apportant avec lui un vent de renouveau. Les roses du jardin, celles qu'Élodie avait plantées, commençaient à fleurir. Claire passait souvent du temps à les entretenir, parlant doucement aux fleurs comme sa sœur le faisait autrefois. Un matin, alors qu'elle taillait les rosiers, Henri vint la rejoindre dans le jardin. Il s'assit sur le banc en pierre, observant sa fille avec une tendresse mêlée de regret. « Tu sais, dit-il après un moment, ces roses étaient les préférées de ta mère aussi. Madeleine adorait les roses blanches. » Claire s'arrêta, surprise. C'était la première fois qu'Henri parlait spontanément de sa mère. Elle en avait planté dans la cour du café, continua-t-il. Elle disait que leur parfum accueillait les clients mieux que n'importe quelle enseigne. Claire s'assit à côté de son père, ses mains encore gantées de terre. « Racontez-moi encore, comment était-elle » ? Elle riait beaucoup, dit Henri, les yeux perdus dans ses souvenirs. Elle avait cette façon de pencher la tête quand quelque chose l'amusait, exactement comme tu le fais. Elle aimait la musique aussi. Elle chantait toujours en travaillant. « Comme Élodie, » murmura Claire. « Oui, comme Élodie !» Henri sortit une enveloppe de sa poche. « J'ai retrouvé ça dans mes vieux papiers. Ce sont des photos du café et de ta mère. Je pensais que tu aimerais les avoir. » Claire prit l'enveloppe avec précaution. Les photos, un peu jaunies, montraient une jeune femme rayonnante devant un petit café provincial. Sur certains clichés, on la voyait rire, servant des clients, arrangeant des fleurs. « Elle était si belle, » dit Claire, la gorge serrée. « Elle l'était. Et elle aurait été si fière de toi, de la femme que tu es devenue. » Henri hésita un moment. « Je sais que je ne pourrai jamais rattraper toutes ces années perdues, mais... » « Papa, » l'interrompit doucement Claire. C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi. Le passé est le passé. Ce qui compte, c'est maintenant. Henri prit la main de sa fille, la serrant fort dans la sienne. Dans ce geste simple résidait tout ce qu'il ne pouvait pas exprimer avec des mots. Le pardon, l'acceptation, l'amour qui commençait à naître. Marie-France les observait depuis la fenêtre du salon, essuyant discrètement une larme. Elle se souvenait du jour où elle avait découvert l'existence de Claire, de sa promesse de garder le secret pour protéger sa famille. Mais maintenant, elle comprenait que parfois, les secrets devaient être révélés pour que les blessures puissent guérir. Dans la maison, la voix de Léo résonnait alors qu'il répétait sa leçon de piano. La mélodie,
Une valse douce qu'Élodie aimait jouer semblait tisser un lien invisible entre le passé et le présent, entre ceux qui étaient partis et ceux qui restaient, entre les secrets d'hier et les vérités d'aujourd'hui. 1 an s'était écoulé depuis la découverte qui avait bouleversé leur vie. Le jardin des Morel s'était paré de ses plus belles couleurs pour célébrer l'anniversaire de Léo. 7 ans, déjà. Les invités se pressaient dans le jardin. Les grands-parents de la Croix, les amis de l'école, et bien sûr, Claire, qui n'était plus l'employée de maison, mais la tante adorée de Léo. Elle avait emménagé dans un petit appartement non loin de là, mais passait toujours beaucoup de temps dans la maison des Morel. Les leçons de piano de Léo étaient devenues un rituel sacré, un moment où le temps semblait suspendu, où les notes de musique tissaient des liens invisibles entre le passé et le présent. Ce jour-là, après que les invités furent partis et que Léo eut ouvert tous ses cadeaux, Claire et Guillaume se retrouvèrent seuls dans le salon. Le soleil couchant baignait la pièce d'une lumière dorée, faisant briller le bracelet que Claire portait toujours au poignet, celui qui avait appartenu à sa mère. « Il a tellement grandi !» dit Claire en regardant une photo récente de Léo posée sur le piano. « Oui !» répondit Guillaume. « Et il vous ressemble, de plus en plus, à vous et à Élodie. » Claire sourit doucement. « Vous savez, parfois je me demande si tout ceci n'est pas un rêve, cette famille, cette maison, cette vie. »« Ce n'est pas un rêve, » dit Guillaume en s'approchant d'elle. « C'est un miracle, le genre de miracle qu'Élodie aurait adoré. » Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, ils virent l'un dans l'autre non pas le reflet du passé, mais la promesse de l'avenir. Claire n'était plus l'ombre d'Élodie, mais une lumière différente, unique, qui avait trouvé sa propre place dans leur vie. « Je pense qu'elle nous a guidés, » murmura Claire. « Élodie, elle a fait en sorte que je trouve cette maison, cette famille, qu'on se retrouve tous. » Guillaume hocha la tête, ému. Elle aurait voulu ça, que Léo grandisse entouré d'amour, que sa famille soit complète. Du jardin leur parvenait le parfum des roses d'Élodie, mêlé à celui des nouvelles fleurs que Claire avait plantées. 2 variétés différentes qui s'harmonisaient parfaitement, comme les 2 sœurs qui ne s'étaient jamais rencontrées, mais dont les vies s'étaient entrelacées d'une façon mystérieuse et belle. Léo apparut dans l'encadrement de la porte, son nouveau livre de partition à la main. « Tante Claire, tu veux bien jouer avec moi ? J'ai appris un nouveau morceau. » Claire se leva, échangeant un dernier regard complice avec Guillaume. Ensemble, ils s'installèrent au piano, les doigts de l'enfant trouvant leur place sur les touches avec une assurance grandissante. Les premières notes de Clair de Lune s'élevèrent dans l'air du soir, douces et pures. Sur le mur, la photo d'Élodie semblait sourire, bienveillante. Son amour continuait de vivre à travers eux tous, transformé mais non diminué, comme une mélodie qui trouve de nouveaux accords, sans perdre son essence. La vie avait écrit une partition inattendue pour leur famille, mêlant les joies et les peines, les secrets et les révélations, les séparations et les retrouvailles. Et maintenant, enfin, ils avaient trouvé leur harmonie,